m'appelle Hubert Méchin, je suis effectivement, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'animer le GT10, le 10e groupe de travail du CSF, qui est un groupe de travail dans lequel on travaille à améliorer la compétitivité des entreprises du secteur en favorisant leur transformation numérique. Olivier Floch travaille avec moi dans ce groupe de travail, Opus Line, Accenture maintenant, et va animer cette session. On va en fait remettre, alors je ne sais pas si la diapositive avance, ça marche ou pas? J'ai mis on. Voilà. Dans ce groupe de travail donc, qui réunit évidemment les entreprises du secteur, le LEM, le SNITEM, mais d'autres encore, et des sociétés de Numéum. Donc on a deux axes en fait de réflexion en ce moment. On travaille sur le développement d'un outil de mesure de la maturité numérique des entreprises afin de faire un observatoire pour pouvoir effectivement que chaque entreprise se compare à son secteur en termes de sa propre maturité. Et on a un deuxième axe qu'on a voulu effectivement développer, c'est de montrer en fait des exemples de transformation numérique et de réussite de transformation numérique pour montrer aux acteurs que c'est possible et qu'effectivement il y a un intérêt et un retour sur investissement. La plupart des gens avec qui on discute souvent mettent en avant des freins pour accélérer leur transformation numérique. On met des freins réglementaires en disant ben non mais je peux pas, j'ai pas le droit, en France on est contraint, etc. Alors qu'en fait souvent on s'auto-flagelle et il y a en fait beaucoup plus de liberté qu'on ne le pense. On a parfois des freins économiques, ça coûte super cher, donc je ne vais pas me lancer dans ça. Et puis on a aussi des freins organisationnels. Il faut réunir tous les acteurs, c'est très compliqué. Il faut aligner dans mon entreprise le légal, le réglementaire, le médical, le marketing, la com, etc., etc. Ça va être compliqué. Alors qu'en fait, il y a évidemment des acteurs qui réussissent à se transformer. La transformation numérique, elle peut toucher tous les secteurs d'activité, la recherche, le développement, l'accès au marché, la production, les usages après. Et donc, on a décidé de lancer un concours en sollicitant des industriels du secteur pour venir présenter des projets de transformation numérique. Donc, le concours a été ouvert il y a quelques mois. Et avec Olivier, on a le plaisir de remettre ce soir devant vous 3 prix aux 3 lauréats qui ont gagné ce concours. Olivier, je te laisse continuer. Est-ce que... Oui, ça fonctionne. Bon, bonjour à tous. Donc si tu peux me passer à la zapette, ça m'arrange. Alors, pour sélectionner en fait ces lauréats, on avait besoin d'un petit peu objectiver ce qu'apportaient les différentes solutions. Alors, le GT, le groupe de travail auquel on appartient, c'est vraiment fixé l'objectif de pouvoir objectiver en fait le fait que ces solutions apportent quelque chose à la filière. C'est ça qui est important, hein, c'est la transformation par le numérique de la filière, et donc il fallait qu'on puisse justifier d'un apport à cette filière. Alors on s'est un peu creusé la tête et on a trouvé 3 critères qui sont assez communs, que vous reconnaîtrez, qui sont est-ce que finalement les solutions proposées ou le projet est attractif? Dans l'attractivité, il y a tout un tas d'éléments que vous voyez là. On s'est posé la question du modèle économique, ce qui pouvait aussi disqualifier des solutions qui n'avaient pas déjà d'existence, on va dire, réelle, soit sur le marché, soit en interne. Et puis aussi de rayonnement pour la filière. Est-ce que c'est des choses qui sont reproductibles et qui peuvent inspirer certains acteurs? Le deuxième grand critère, ça a été l'accessibilité. Alors on a essayé de comprendre quel était finalement le niveau d'investissement, pas seulement en tout cas en termes d'euros, mais aussi en termes de compétences, puisqu'un certain nombre de projets, comme vous le verrez, sollicitent des nouvelles compétences. On l'a vu aujourd'hui autour des mathématiques, de l'intelligence artificielle, etc. Donc c'était important de comprendre ça, et puis aussi le temps de mise en œuvre. On l'a vu 2 ans sur la partie IA du comité stratégique de filière. C'est peu par rapport à de la recherche fondamentale qui peut prendre des années. Donc on a essayé d'évaluer ça. Et puis le dernier point, parce que c'est l'objectif de ce groupe de travail, de pouvoir montrer que c'est possible aux différents acteurs, c'est la notion d'exemplarité.
Est-ce que finalement le dossier qu'on avait été bien fourni? Est-ce que ça peut inspirer d'autres acteurs de la filière? Et est-ce qu'on pouvait surtout communiquer dessus, ce qui a aussi restreint le nombre de dossiers dans la mesure où certaines entreprises ne peuvent pas, pour différentes raisons, parfois de propriété intellectuelle aussi, communiquer sur leurs initiatives. Donc voilà les critères. Alors pour évaluer les différents dossiers, on a réuni un jury que vous voyez là, qui est composé de différentes personnalités. On a essayé d'avoir des gens qui viennent de différentes horizons, tous évidemment de la santé, mais avoir différents points de vue. On les remercie chaleureusement parce qu'ils ont joué le jeu, leur emploi du temps étant bien chargé. Je crois, oui, effectivement. Donc on a pu les réunir, ils ont pu regarder tous les dossiers avec la plus grande attention et les noter suivant cette grille de critères. Donc évidemment, parfois, il y a eu pas mal de discussions, vous pouvez vous imaginer, autour des dossiers, mais en tout cas, ils ont tous joué le jeu et on les en remercie beaucoup. Voilà, je ne sais pas si c'est moi qui contrôle ou ça marche tout seul. Alors, on a eu 10 dossiers candidats qu'on a pu donc évaluer. Alors vous allez me dire, c'est peu 10 dossiers en même temps. Remplir un dossier sur l'ensemble de ces critères, avoir l'autorisation de l'entreprise pour le faire, etc. Il y a beaucoup de barrières. Et donc évidemment, on remercie les projets qui nous ont été soumis. Je vais les citer tous parce qu'ils sont tous d'intérêt. Vous allez voir qu'il y a une grande variété. Je m'approche un peu parce que je suis un peu myope, donc j'ai du mal à lire. Alors, CardioFlash, par exemple, ça permet en fait aux cardiologues d'avoir des cas cliniques, de partager des cas cliniques, donc d'augmenter en fait le savoir collectif. Immunotex, plutôt une initiative interne d'amélioration du manufacturing supply chain, donc tout un programme de digitalisation de leur site de production. Medtronic, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est tout ce qui est pacemaker connecté, qui émet de la donnée en fait, et c'est comment pouvoir mieux suivre les patients et peut-être demain, on en a parlé, prévenir en fait un certain nombre de maladies ou en tout cas de problèmes cardiaques. Thermoshield, c'était intéressant, c'est en santé animale, on n'a pas forcément l'habitude de voir des choses en santé animale, et là c'est une puce en fait connectée qui permet en fait de prendre la température par exemple des animaux de compagnie. TEIA, donc une initiative pour les patients malvoyants, pour les aider dans la prise de médicaments. GE Healthcare, on l'a mentionné tout à l'heure, vous l'avez mentionné, une initiative fondamentale de plateforme qui permettrait en fait de vraiment transformer la manière dont on va utiliser l'intelligence artificielle en imagerie. Skincast, donc de l'impression 3D, une autre technologie qui ne fait pas forcément partie du corpus de technologies dites digitales, mais qui est très intéressante dans finalement un secteur où on s'attend moins de l'innovation sur tout ce qui est ATEL. FAI, donc une plateforme digitale pour les utilisations d'inhalateurs, tout à fait contre la BPCO. Et enfin, les deux derniers, 48 heures de chrono, donc une plateforme de mise en relation, et ViveOptim, donc de la thérapie digitale en prévention. Donc vous voyez, on a eu des dossiers d'une diversité extrême, tous de très très grande qualité. Donc ça a été, on avait notre grille de critères, un super jury, donc on a pu poser effectivement des notes et des scores, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas avoir, comme tu l'as dit, un seul gagnant, mais que vu la diversité, il fallait créer 3 catégories au moins pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc si on passe à la suivante. Alors on a défini 3 catégories. Une catégorie plutôt plateforme digitale, puisqu'il y a des projets qui sont plutôt effectivement sur de multiples sujets et qui font office plutôt de plateforme. Une catégorie plutôt centrée patient et une catégorie plutôt jeune pousse, c'est-à-dire pour aussi encourager les nouvelles entreprises, les startups dans ce domaine. Vous verrez que le lauréat vous en parlera, c'est assez étonnant le virage qu'ils ont pu faire. Ça représente un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a à la fois besoin de plateformes, vraiment de grandes initiatives collaboratives qui permettent de décloisonner les acteurs pour pouvoir adresser des sujets importants. Le patient au centre, on l'a dit tout à l'heure, c'est assez intéressant, ça a vraiment fait écho à ce qu'on s'est dit tout au long de la journée. Et puis le côté primordial de pouvoir permettre à nos jeunes entreprises d'accéder peut-être plus facilement ou de permettre à leurs innovations d'accéder plus facilement au marché. Voilà, le suspense étant à son comble.
et avec une animation magnifique. Il manque juste la musique. JL Care. JL Care pour la plateforme digitale, avec, si on peut appuyer encore une fois, voilà, donc Baptiste Perrin qui va nous rejoindre pour parler de sa solution. Le prix Patient, s'il vous plaît. Installez-vous. Sanofi, Théa. Je crois que c'est Isabelle qui va nous en parler. Et puis là, Jeune Pousse. Vertigo avec Skincast, une innovation très très intéressante. J'appelle Alain Ché. Il va venir nous raconter tout ça. Bonjour. Alors, je vous laisse vous installer. Alors, ce qu'on va faire, on va présenter chaque projet un par un. Alors, je crois qu'il y a une vidéo pour chacun. Je me tourne vers la régie. Je n'ai pas d'oreillette, donc faites-moi des signes. Est-ce que c'est prêt? Ouais. On peut lancer la vidéo. Et après, vous me parlerez un petit peu du projet. Alors, il faudrait mettre en... C'est fini? Est-ce que vous m'entendez ou Oui. Oui, on vous entend. Alors, on n'a pas tout compris là sur la vidéo. Peut-être qu'il Oui. faudrait nous donner quelques explications sur le projet. Je vais vous donner un peu de contexte. Donc déjà, vous avez compris, la data dont on parle, c'est la donnée d'imagerie. Hein. Là, on est devant des examens de scanner thoracique. Avant ce projet-là, il y a eu tout un travail mené avec la PHP, un PHRC qui s'appelle Stoic sur la maladie Covid, hein, qui a permis de rassembler une cohorte multicentrique de 10 000 examens de scanner thoracique. Hein. Donc sur iDream, on arrive juste derrière pour continuer à travailler sur cette cohorte-là. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un viewer, mais il a la particularité d'être un viewer web 3D. Donc le travail en IA dans le domaine de l'imagerie, c'est un travail qui est extrêmement collaboratif, puisque les personnes qui sont déterminantes dans le travail public-privé, c'est les petits symboles que vous voyez à gauche, les deux petites personnes, qui sont des grandes personnes, puisque ce sont des radiologues, qui transfèrent leur connaissances dans l'imagerie. Et il faut imaginer que on a déployé au sein de la PHP un outil web, un premier outil web, qui accède à la donnée stoïque, donc 10 000 examens de scanner thoracique, avec une application web. Donc vous avez une URL à taper, vous accédez directement dessus. Les radiologues n'ont pas à se déplacer vers une station pour faire ça. Et ils ont des outils intelligents qui permettent déjà d'avoir des premiers outils d'IA de segmentation de poumons, typiquement, et puis de mesurer les atteintes de la lésion Covid dans le poumon. Voilà. Donc c'est un exemple de plateforme qui va être amené à accélérer la filière
puisqu'on peut le répéter pour différents types de projets de recherche. Là, on était sur le Covid, mais on a d'autres projets dans iDream, comme le projet autour du foie, autour du glioblastome, hein, autour du suivi longitudinal. On va démontrer dans quelle mesure ce type d'outil permet, premièrement, d'accélérer l'accès à la donnée, puisqu'on se déploie dans la PHP, là, hein. Donc on va se déployer chez les partenaires. On n'est pas en train de dire qu'il faut déplacer la donnée dans un cloud. Et puis, on apporte des solutions technologiques performantes avec des outils intelligents qui permettent de gagner énormément de temps dans ce transfert et cette création de bases de données annotées. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Je vais peut-être poser quelques questions. Donc cet outil, en fait, le jury l'a particulièrement sélectionné parce qu'on sentait et on sent la nature un peu transformationnelle, hein, de l'outil, c'est-à-dire finalement, et dans le cadre du projet auquel vous participez, se dire on permet de faciliter l'accès à la donnée et à monter des algorithmes de plus en plus avancés. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu en quoi consiste cette facilitation et à quels acteurs ça s'adresse. Est-ce que c'est plutôt académique? Est-ce que c'est plutôt société, offreur de soins? Ouais. Alors, ce qui est marrant, en fait, ça a été évoqué juste avant. En fait, on est en 2021. Les premiers challenges en computer vision sur l'IA ont démontré qu'on avait atteint certains paliers en images 2D non médicales. C'était en 2015. Et donc, on a connu, nous, chez GE, dans le centre de recherche de R&D de chez nous, là, à Buc, à Versailles, on a commencé à travailler là-dessus et on a connu toute la pénibilité que représentait ce travail qui est présenté ici, sans outils. Donc, les personas qui sont adressés derrière cette plateforme-là sont tous les utilisateurs qui font du travail collaboratif. Donc, on a typiquement les radiologues qui n'ont pas forcément un temps infini pour faire ce travail d'annotation 3D. Et puis, vous avez les entreprises. Alors, nous, on est nous-mêmes utilisateurs de notre propre plateforme, mais on a aussi des partenaires dans iDream qui vont utiliser ou qui sont en train d'utiliser la plateforme pour être accélérés sur ces travaux d'annotation et venir embarquer des premiers algorithmes et permettre l'évaluation en direct, en live, par les radiologues de premiers résultats. Et la troisième catégorie de personnes qui est adressée derrière ces outils-là, c'est que vous voyez, l'idée c'est de faciliter un déploiement et qu'on n'aille pas dépendre de serveurs. C'est vraiment du SaaS, donc c'est vraiment d'aller se déployer dans des infrastructures qui ne sont pas les nôtres et de débrider l'écosystème avec toutes ces personnes qui commencent à travailler de plus en plus sur le data science, qui se disent pourquoi est-ce que je ne travaille pas sur l'imagerie, mais qui n'ont pas 4 ans, 5 ans d'expérience sur du computer vision, et ils auront un SDK pour commencer à travailler là-dessus. Concrètement, ça peut réduire de combien? Finalement, je suis une start-up ou quelqu'un j'ai envie de travailler sur ces sujets-là. Si j'y vais tout seul par rapport à si je travaille sur cette infrastructure? Alors ça, c'est une question qu'on avait beaucoup regardée dans la préparation du PSPC. On a estimé qu'une start-up, enfin une entreprise ou on va dire un entrepreneur qui démarre cette aventure-là a un temps de cycle de 5 ans pour arriver à mettre sur le marché un premier dispositif médical entre toute l'idéation, l'essai et les erreurs, et puis la validation. Donc l'idée, c'est de raccourcir ce temps par 2, et donc d'associer ça à des phases d'amorçage d'entreprise. Une entreprise qui se lance dans l'IA en imagerie médicale, puis sur un cycle qui est quand même encore assez long, quand même, 2 ans et demi, et déjà être relativement autonome avec un premier dispositif médical qui répond à une problématique précise. Très bien, c'est impressionnant. Peut-être une question, vous l'avez cité, vous avez fait ça dans le cadre d'un PSPC, hein, donc une forme un petit peu particulière de projet. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus en termes de collaboration, c'est aussi un sujet qu'on a évoqué aujourd'hui et qui a été relevé par le jury, c'est qu'il y a tout un tas d'acteurs autour de ce projet-là, et c'est vraiment le fruit d'une collaboration pour arriver à mettre en œuvre ce type de technologie. Oui, alors d'abord, je voudrais remercier les pôles de compétitivité, notamment Medicine qui était à l'amorçage, mais on a aussi Systématique et Lyon Biopôle qui sont derrière ce projet-là dans l'accompagnement. Pour arriver à construire un projet pareil, voilà, il y a une aventure. Il faut savoir pourquoi on le fait. On se prend des baffes. Faut pas le négliger. Nous, on est arrivé en 2018. Le rapport Villani n'était même pas encore sorti. Et on a eu l'autorisation pour commencer une instruction en 2019.
juste avant que le HDH soit officiellement annoncé. Vous voyez le temps de cycle, on est quand même encore en 2021, on n'a encore pas un rond pour démarrer le projet. Les premiers financements sont arrivés l'année dernière. D'accord, donc le montage PSPC, ce sont des projets, alors maintenant je crois que ça s'appelle IDEMO. Ce qui a été retenu sur le projet, c'est son côté filière. Et il est toujours très difficile. Enfin, le projet IDEM peut toujours être présenté au travers de ses cas d'usage ou au travers de la plateforme. Donc là, il est présenté au travers de la plateforme. Et j'en suis très heureux parce que c'est ce qu'a retenu le financeur qui aide ce projet-là, qui représente un projet d'environ 40 millions d'euros en termes de budget, avec 13 millions d'aides de l'État pour l'ensemble des partenaires. Donc oui, c'est un chemin long pour démarrer, et donc il faut être assez tenace et construire pendant cette phase d'instruction tout le rapport de confiance qui va nous permettre de réaliser ce projet-là sur un temps qui est encore long, puisque iDream n'a finalement que 1 an, et il va s'exécuter sur 5 années. Très bien, merci pour ces précisions. Peut-être une dernière question, parce que je vois que le temps passe vite. On a parlé aujourd'hui de modèle économique. Donc là, vous construisez effectivement une plateforme avec un certain nombre d'acteurs. Il y a la technologie, il y a les données aussi que vous utilisez. Il y a d'autres acteurs peut-être qui vont utiliser cette plateforme. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé, que vous êtes en train d'aborder, que vous allez aborder? Alors, oui, c'est... Évidemment que c'est regardé, ça a été déjà discuté dans les grands principes. Premièrement, moi j'ai une culture très pragmatique, c'est tant que j'ai pas vu un truc fonctionner, je ne parle pas tellement de commercialisation, c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Là on commence à voir quelque chose qui tourne à peu près, même plutôt bien je dirais. L'imagerie c'est beaucoup de types d'images, là on voit du scanner, mais ça peut être de l'IRM, du PET, donc il y a encore beaucoup de choses à développer. Donc, grosso modo, sur le modèle économique est non captif. Ça, c'est très important, c'est que ce n'est pas parce qu'on s'appelle GE qu'on est en train de dire qu'on va déployer les plateformes et que tous les projets passeront par nous. L'idée, c'est vraiment de démocratiser et d'accélérer l'accès à ces outils-là pour accélérer l'écosystème. Donc, il va y avoir des modèles économiques où nous, GE, on aura des relations plus étroites avec des entreprises ou des académiques, et des modèles économiques où on va laisser nos partenaires qui auront cette plateforme déployée, l'utiliser pour eux. Après, il y a l'enjeu data. Et ça, c'est un enjeu qui n'est encore pas très bien précisé, sur lequel on travaille sur iDream. Sur iDream, on parle de 5 cas d'usage et de 8 cohortes. Toutes les cohortes ont un statut juridique différent. Il n'y a pas encore de consensus sur le positionnement d'une plateforme comme ça par rapport à la valorisation de la donnée. Une donnée d'imagerie, en tant que telle, n'a pas de valeur. Elle a de la valeur à partir du moment où il y a ce transfert de connaissances du radiologue et de la profession et de renseigner cette donnée-là. Dès lors qu'on aborde un outil qui accélère ce transfert de connaissances et donc de valeur de la donnée, il faut qu'on se mette d'accord ou qu'on définisse des modèles de valorisation de la donnée. C'est très important et c'est un des axes de travail du projet iDream de se confronter à ces cas d'usage-là. Merci beaucoup. Dernier point, quelles sont les prochaines étapes? Il y a beaucoup d'étapes. Là, on est encore à la genèse. C'est ce qui rend le projet encore très excitant. La prochaine étape, ça va être de répliquer ce déploiement. Là, ce que vous voyez, c'est typiquement, vous avez deux applications à la PHP. On va en avoir plusieurs qui vont tourner. Il va y avoir des problématiques avec multi-utilisateurs à gérer. On va aussi déployer au sein de Gustave Roussy et de Saint-Joseph. Voilà, donc les next steps, c'est de monter en gamme, de monter en échelle et de continuer à montrer que cet embryon de plateforme, il est commercialisable bientôt et qu'on va avoir un effet filière qui est attendu par le financeur. Merci beaucoup. Restez là parce qu'on va vous remettre votre prix tout à l'heure. Isabelle, le deuxième prix. On a une vidéo aussi, je crois, en régie. Dans ma main gauche, j'ai un smartphone qui est une synthèse vocale grâce à laquelle, en tant que personne aveugle, je vais pouvoir accéder à une application qui s'appelle TEGA, qui va me faciliter la vie au quotidien pour la prise de décision. Lorsqu'on est déficient visuel et qu'on ne sait pas lire le braille, les principaux obstacles pour identifier sont par l'identification du médicament, les informations qui sont dans la boîte, et également l'accès à la notice. Aujourd'hui, il y a 5 personnes
personnes-là aujourd'hui, pour qu'elles puissent accéder au long de leurs médicaments, elles sont obligées de demander l'aide d'un tiers. Grâce à TEIA, aujourd'hui, on bénéficie parce que des informations essentielles comme la date de péremption permettent parfois de changer son médicament en cas de rappel. L'objectif initial qu'on s'était fixé avec Sanofi et l'association Valentin Huy, c'était d'avoir une application qui soit simple et ergonomique. Et l'objectif, je pense, a été atteint. Donc je prends mon téléphone, je vais scanner le code barre du médicament et grâce à ce code barre, je vais avoir le nom du médicament et je vais accéder aux informations qui sont contenues dans la notice du médicament. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau, juste avant le coucher. TEIA est une application gratuite qui est disponible sur l'App Store. Elle est entièrement accessible et en français pour le moment, mais prochainement dans d'autres langues. Cette application, elle peut être améliorée dans le sens de plus de services pour les patients déficients visuels et notamment avec l'intégration d'un système de rappel pour les horaires de prise de médicaments. Bravo. Vous voulez peut-être compléter sur... Je sais pas, parce qu'en fait, la vidéo est très bien faite. Presque paraphraser serait faire offense à ce patient. Je pense qu'en fait, ce que vous avez bien compris, c'est l'idée, c'est de donner de l'autonomie à ces patients qui sont malvoyants ou aveugles pour renforcer en fait la sécurité de la prise des médicaments. Et la volonté d'emblée, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, ça a été d'apporter cette solution aux patients, quels que soient les médicaments. On est un labo, donc on va dire fait pour les médicaments de Sanofi. Non, bien évidemment, la volonté, ça a été de donner cette possibilité pour l'ensemble des médicaments, des traitements, en tout cas traitements de prescription pour la majorité d'entre eux. Alors, on va pas se mentir, ça a été vraiment le coup de cœur du jury, cette application. Donc, encore une fois, bravo. Comment vous avez réussi en fait, le jury a vraiment apprécié la simplicité et puis le côté patient, bien sûr. Comment vous avez réussi à concilier dans une grande maison, et même si je sais que le boss est là au fond, mais tous les intérêts, tous les départements pour arriver à faire ça de manière tellement simple et surtout avec cette orientation patient? Et en fait, ça a commencé par un coup de cœur aussi. Ça a commencé dans le cadre d'un hackathon qui a été lancé, c'est en 2019, je crois, par la direction médicale. Et la thématique, c'était déjà comment les nouvelles technologies peuvent permettre aux patients de gagner en autonomie dans leur traitement ou dans la prise en charge de leur maladie. Et en fait, TEIA avait gagné en fait ce hackathon. Donc vous voyez, ça a commencé déjà par un coup de cœur. C'était conduit par une équipe pluridisciplinaire. Alors je regarde Brahim Azmi qui est là-bas parce que c'est lui qui lead ce projet. Et il était déjà à l'origine de l'idée. Avec, alors j'espère que je ne vais pas abîmer son nom, James Strachan, merci, qui est un Anglais. Et donc c'était une équipe, on a parlé de pluridisciplinarité tout à l'heure, déjà une équipe pluridisciplinaire, à la fois avec des médecins, avec des membres des équipes IT et digitales. Et en fait, ils ont embarqué véritablement l'ensemble de l'organisation, déjà Sanofi, autour de ce projet. Et c'était le fait effectivement que ce soit très centré patient, avec d'emblée un POC, je me rappelle, quelque chose d'assez simple qu'ils avaient pu présenter. Donc en fait, on imaginait assez rapidement la valeur que ça pouvait créer pour le patient. Puis ensuite, ça a été tout un cheminement. Je ne sais pas quelle question vous allez me poser exactement, mais c'est pas grave, peut-être que j'anticipe, mais c'était le cheminement avec les patients toujours. C'est-à-dire que d'emblée, l'équipe, dès lors que le projet, que l'idée a été retenue, a souhaité travailler avec une association de patients, l'association Valentin Huy. Et j'étais très heureuse d'entendre ce patient dire « On a décidé avec Sanofi », parce qu'en fait, le travail, il a été fait d'emblée avec les patients ou l'association de patients, du travail de scoping en fait de cette solution jusqu'aux différentes étapes de développement. Et c'est ça en fait qui a fait qu'il y a eu une espèce d'engagement à la fois de l'entreprise
et puis des autres acteurs autour. Alors, c'est vrai que ça paraît très simple, mais il y a quand même beaucoup de technologies. C'est un peu un concentré de technologies. Il y a de la voix, il y a du scan, il y a beaucoup de choses. Comment vous avez fait pour pas que ce soit un investissement gigantesque? Enfin, peut-être que ça l'est, je ne sais pas. Alors, non. La réalité, c'est que ce n'est pas un investissement gigantesque, parce que je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est au-delà des technologies, c'est d'abord penser l'usage. Et l'équipe a vraiment pensé l'usage. Donc effectivement, ensuite, le travail a été de se dire, OK, une fois qu'on comprend exactement ce qu'on veut faire, toujours avec le patient, quelles sont les technologies qu'il nous faut effectivement intégrer dans la solution pour que ça marche. Et puis, c'est une particularité de notre direction innovation digitale, c'est on travaille avec d'autres. Parce qu'on croit aussi à cette pluridisciplinarité importante. On n'a pas toutes les expertises en interne. Et donc, on s'est adressé aux sachants, en fait, aux experts. Donc, on a travaillé et on a pris des briques de différents acteurs et on a travaillé avec eux pour développer cette solution. Donc, il y a l'association de patients que je considère à part entière comme un partenaire doueur de cette solution. Il y a également Cognizant qui nous a aidés à développer en fait l'application. Il y a la société Scandit, tous les sujets de scan, et puis le Vidal, puisque effectivement, encore une fois, l'intérêt c'est d'avoir l'ensemble des médicaments qui puissent être partagés, les informations puissent être partagées avec les patients. Alors après, il y a une question que probablement on se pose un peu tous, c'est finalement sans parler de business model, mais le retour sur investissement, l'intérêt de Sanofi. Comment vous avez convaincu en interne pour vous lancer dans cette aventure? Alors moi, je crois qu'il faut parler de business model. C'est pas un gros mot, en fait, finalement. Parce que on parlait tout à l'heure de mur de la finance, c'était terrible comme formule. Mais en fait, il faut en parler. Il faut en parler. Si on veut passer du POC au MVP, à la solution franco-française, à quelque chose qui puisse être déployé plus largement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette sur la table. Et le sujet de la valeur des solutions digitales et des modèles économiques associés font partie des éléments pour lesquels probablement nous devons aujourd'hui travailler à plusieurs aussi pour trouver des solutions qui rendent ces solutions pérennes. Parce que sinon le risque, c'est que elles perdent en force et qu'au final il n'y ait plus d'usage. Donc on met beaucoup d'énergie, on a mis beaucoup d'énergie au tout début de ces sujets de santé digitale ou santé technologique ou numérique, sur les technologies. Après, on s'est beaucoup concentré sur les usages. Notre point de vue chez Sanofi, c'est que maintenant, il faut qu'on mette le même niveau d'imagination et d'énergie sur le sujet, effectivement, des modèles d'affaires, des modèles économiques. Encore une fois, pour rendre les solutions pérennes, qu'elles restent ou qu'elles soient véritablement entre les mains des patients et des professionnels de santé. Un peu plus de détails sur ce modèle ou Alors, pas plus de détails. Pour l'instant, on est en train d'y travailler, très dur. C'est quelque chose et on souhaite tester là aussi, c'est-à-dire finalement faire ce que l'on fait pour les technologies et les usages, c'est tester avec des patients, avec des associations de patients, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, discuter avec le payeur, public, privé, et effectivement on a pour projet de faire des tests dans différents pays européens pour essayer de trouver encore une fois un modèle qui soit pérenne. Et d'ailleurs qui ne sera peut-être pas le même dans tous les pays. Je pense qu'il nous faut avoir aussi cette agilité, donc il nous faut penser différemment, faire parler aussi nos imaginations sur ces sujets-là. Alors il a un peu parlé de l'évolution, les prochaines étapes, l'Europe peut-être, mais d'autres applications pour d'autres types de patients déficients? Oui, alors il y a déjà effectivement le sujet de la géographie, ça on en a déjà parlé. Il y a le sujet aussi des patients finalement. Quel type de patients pourrait bénéficier d'une solution telle que celle-ci? Donc les malvoyants, les aveugles, ça paraît assez évident. Il y a pas mal d'illettrisme aussi, donc les patients illettrés. Donc il y a celui qui ne peut pas lire, mais il y a celui qui ne sait pas lire aussi. Donc on y voit probablement aussi un avantage fort. Et puis il y a aussi à aller adresser peut-être des patients atteints de maladies chroniques telles que le diabète, pour lesquels on sait qu'il y a des déficiences visuelles, voir si ça fait sens. Et puis ensuite, en parallèle, réfléchir effectivement à des évolutions de la solution elle-même, des rappels, des informations peut-être liées au traitement que le patient prend,
c'est des choses effectivement sur lesquelles on est en train de réfléchir. Vous avez mis les mains et un peu d'argent dans un projet qui ne cessera de grandir et qui va devenir effectivement peut-être une référence dans le suivi thérapeutique et parce qu'on dit les patients qui peuvent pas lire, il y a des patients qui ne veulent pas lire les notices non plus. Aussi, oui, c'est vrai. Et qui préfèrent les entendre de manière plus simple. Donc on est qu'au début peut-être d'une longue histoire. En tout cas, on vous la souhaite. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Alors, notre troisième lauréat. Merci pour la vidéo. Alors Alain, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on vient de voir, nous donner l'explication? Oui, ça nécessite quelques explications, merci. Nous sommes le petit poussé de la soirée. Effectivement, j'entends parler de modèle économique et de retour sur investissement. Pour une start-up, il n'est pas impensable d'investir dans de la recherche et développement sans qu'il y ait un modèle économique qui nous permet après de retrouver de l'argent au bout de cette recherche. Donc, je vais peut-être vous apprendre quelque chose ce soir, un scoop. Nous sommes en 2022. Lorsque vous faites un traumatisme, que ce soit une entorse, une foulure ou encore une fracture, en 95% des cas, le moyen qui est utilisé pour immobiliser le membre, en fait, est un système de contention traditionnel, que ce soit le plâtre, la résine ou encore une plaque thermoformée. Sachant que ces moyens traditionnels de contention sont très contraignants, ils ne résistent pas à l'eau, et donc ils provoquent de la macération, pour ceux qui ont eu à avoir un plâtre, de mauvaises odeurs, de fortes démangeaisons. Donc nous avons travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois entre des équipes de chirurgiens orthopédistes et des ingénieurs pour mettre au point une nouvelle attelle, on va dire de nouvelle génération, changer la vie des patients. Cette attelle, en fait, a été testée sur des centaines de patients de tout âge, pour tout type de traumatisme. On a même traité des cas extrêmes pour se prouver que si ça marchait sur les cas extrêmes, donc forcément ça allait marcher dans tous les cas. Et donc cette attelle aujourd'hui a donné des résultats très très satisfaisants. Donc elle a d'énormes avantages, elle est unique. On va dire, on a fait de la recherche au niveau antériorité, savoir ce qui existait déjà. Elle est unique et donc elle apporte de vrais avantages en termes médicaux, en termes de prescription, puisqu'elle permet de commencer une rééducation en balnéothérapie beaucoup plus tôt, donc de reprendre une activité normale beaucoup plus rapidement. Elle est radiotransparente, elle permet de faire un suivi du traitement et de la consolidation du membre lorsqu'elle est radiotransparente et en plus elle est réglable et ajustable, puisque savoir que quand on immobilise un membre, le fait qu'il ne bouge plus, il se rétrécit, on a ce qu'on appelle l'amyotrophie du membre, donc une attelle circulaire, au bout d'un moment elle flotte, elle bouge. Celle-ci n'est pas circulaire, elle est réglable, donc on peut la régler dans le temps. Et bien sûr, après, je vais faire l'apologie de tous les avantages pour le patient, puisqu'il peut se doucher, il peut se laver les mains, il peut prendre un bain, il peut aller à la mer. Elle est légère, elle est aérée. Et puis elle est dans un produit, dans un matériau, on va dire, qui est du PLA, qui est beaucoup utilisé dans le domaine de l'impression 3D. Et donc, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser quand même que c'était une attelle sur mesure qui partait d'un scan du membre du patient pour pouvoir faire un modèle à partir d'une plateforme, et ce modèle étant envoyé ensuite à une imprimante 3D, dans un matériau qui est du PLA, du polylactique acide, en fait, qui est un produit qui est biosourcé à base d'amidon de maïs.
Et donc, bon, il n'est pas vraiment biodégradable comme on peut l'entendre. Il est biodégradable en milieu de compost industriel, donc à 60 degrés. En fait, c'est un plastique quand même naturel, on va dire, qu'un plastique à base de produits pétroliers. Et surtout, il est recyclable. Donc, on peut, et plusieurs formes de recyclage, on peut en parler. Voilà. Et dernière chose, c'est que cette attelle, en fait, malgré la recherche et la technologie qui a permis de la concevoir, elle est compétitive par rapport à un plâtre, c'est-à-dire qu'elle ne coûte pas plus cher qu'un plâtre. Voilà, donc notre but, c'est de remplacer le plâtre. Merci. Alors, un objectif très ambitieux. Je voulais revenir sur cette innovation, parce que finalement, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Ça semble évident, et en même temps, c'est pas si évident que ça. Hein. Vous avez parlé du matériau, vous avez parlé effectivement du processus. Ouais. Il y a beaucoup de travail avec les médecins aussi. Oui. Racontez-nous un petit peu ce qu'il faut mettre dans cette innovation pour qu'elle soit viable, en fait. En fait, au départ, Vertigo, qui est on va dire la structure mère, qui est un studio de production dans le domaine de la 3D temps réel, fabrique des applications de réalité virtuelle, immersive ou de réalité augmentée. On était plutôt tourné vers l'industrie, la formation, la culture, pour faire découvrir des lieux en réalité augmentée. Voilà, donc c'était vraiment pas le milieu médical qui était notre cœur de métier. C'est vrai qu'on a été amené à travailler avec ce milieu-là, donc avec un œil complètement neuf, peut-être ça aussi. On va immerger à l'intérieur de la médicale. Et effectivement, on a travaillé d'arrache-pied entre des ingénieurs, des graphistes 3D, des spécialistes de l'impression 3D, et puis avec tout un corpus, on va dire, de professionnels de la santé, depuis le chirurgien orthopédiste jusqu'aux orthésistes, qui sont les personnes qui posent les attelles, les kinés, les gens qui font la rééducation en thérapie. Donc ce pool, on va dire, de professionnels ont chacun amené la pierre à l'édifice. Nous, en tant que on va dire extérieur au monde médical, on a apporté le savoir-faire technique, technologique, patient. Pour nous, satisfaire les professionnels de la santé, c'était important, mais in fine, quand même, c'est quand même le patient qui porte une attelle pendant 3 à 6 semaines et qui, quelque part, en subit tous les inconvénients. Donc tout ça a mélangé, il a fallu de longues discussions, des allers-retours. Donc l'avantage, c'est qu'on a travaillé avec un centre hospitalier, l'hôpital d'Arles, qui a vraiment joué le jeu. Et donc on a fait de nombreux allers-retours. C'était vraiment à proximité, donc on pouvait faire des allers-retours. L'orthésiste ou le chirurgien venait nous voir régulièrement au labo. Nous allions régulièrement au pôle de rééducation médico-sportif. Donc voilà, tous ces allers-retours ont permis d'affiner pour arriver à un produit optimal. Merci. Alors, votre aventure, elle est un peu particulière parce que vous n'étiez pas dans le domaine de la santé pure et dure au début, vous l'avez cité, hein, plutôt dans le domaine de la réalité virtuelle, dans la formation, c'est ça. Comment on passe, si j'ai bien compris, de ce domaine-là qui est virtuel, à du concret dans le milieu médical? Parce que c'est important pour les entreprises qui voudraient se lancer, et il y en a beaucoup qui se disent le médical, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui fait, en fait, on parlait de Living Lab, on parlait de choses comme ça, qu'est-ce qui fait que vous avez pu vous lancer En fait, c'est à la fois le hasard, et puis peut-être pas complètement non plus. Donc, pendant la première période de confinement, j'avais un ami, et j'ai toujours mon ami d'ailleurs, qui est chirurgien orthopédiste à l'hôpital d'Arles, qui me dit Alain, j'arrive plus à travailler, je peux plus opérer. Je peux plus opérer parce que pour opérer, j'ai besoin d'anesthésier mes patients. Pour anesthésier un patient, à côté du bloc opératoire, on a besoin d'une salle de réveil. Et toutes les salles de réveil sont réquisitionnées comme salles de réanimation Covid. Et qui plus est, les patients qui sont en réanimation Covid intubés sont maintenus en coma artificiel avec des sédatifs puissants, que sont les curares. Et donc aujourd'hui, le curare est aussi le sédatif qui est utilisé pour les anesthésies générales. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, il y a une pénurie de curares. Ce qui fait qu'à double effet, donc, on ne peut plus opérer, soit c'est annulé, soit c'est décalé. Donc tout ce qu'on appelle les opérations réglées, donc programmées. Et il me dit, est-ce que tu pourrais pas, toi, puisque tu es dans l'image de synthèse, l'image numérique, faire une application de réalité virtuelle pour
faire voyager le patient pendant son opération, qui serait uniquement en anesthésie géolocalisée, donc on éviterait l'anesthésie générale, sachant que chez nous, à l'hôpital d'Arles, les infirmières, les IAD sont déjà formées aux techniques de l'hypnose. Est-ce que c'est pas possible? Alors, là, ça me paraît bien, puisque j'étais dans la VR, donc pourquoi pas? Donc on a fait une application qui s'appelle Ivirea, qui a été testée sur de nombreux patients et qui marche très bien, c'est-à-dire qu'on peut opérer les patients sans anesthésie générale avec Ivirea, qui est une application où on voyage pendant le temps de l'opération qui peut durer 20 minutes jusqu'à 2 heures. Et donc le patient n'est plus du tout dans le bloc opératoire, il voyage ailleurs. Et bien sûr, il y a de la musique avec des ondes alpha, on favorise la transe. On a des univers qui sont confus, qui sont basés sur les techniques de l'hypnose. Et de fil en aiguille, donc on a fait pas mal de tests et ça a bien marché. Comme c'était un chirurgien orthopédiste et que les patients se retrouvaient au pôle médico-sportif pour suivre une rééducation, et c'est là qu'il me dit, mais regarde, on met toujours des attelles qui sont des attelles en plâtre, avec des bandes de plâtre, voire au mieux de la résine. Tu pourrais pas faire quelque chose à l'impression 3D? J'ai dit, mais c'est pas possible, ça existe. Il me dit, non, on est toujours au plâtre. Alors du coup, je me suis renseigné, effectivement, on s'est renseigné avec mes ingénieurs, on a fait la recherche, effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas grand-chose. Et donc, sans être très convaincu, parce que il me disait à peu près combien il posait d'attelles par mois, voire par an à l'hôpital. Je disais, bon, ça n'a pas un marché, c'est pas un marché énorme. Finalement, de fil en aiguille, on se retrouve avec un marché, par exemple, le nombre d'unités d'attelles de contention en orthopédie vendues par les pharmacies en France représente 5,7 millions d'unités. On était parti sur 10 fois moins en termes de marché. Donc effectivement, il y a un marché important. Et donc c'est de l'aventure pas complètement convaincu. Et c'est finalement en avançant qu'on s'est rendu compte que c'était une belle aventure. Voilà. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Donc en fait, de fil en aiguille, en discussion avec votre collègue, 2 innovations majeures en 2 ans. Bravo. Ouais. Okay. Donc, dernière question. On en a parlé et on va arrêter parce que le temps passe vite. Dernière question, on a parlé du modèle économique. Alors pour vous le disiez, pour une start-up, c'est vital. Oui. Vous devez en fait vous autofinancer et puis attirer du financement. On parlait du plâtre qui est perçu comme une commodité. Comment vous arrivez à vous positionner sur ce marché avec quelque chose qui a l'air quand même assez high-tech? En fait, il faut arriver à convaincre effectivement des personnes qui ont des certitudes. C'est le vrai problème et c'est le conseil que je donne à toutes les jeunes pousses qui veulent se lancer dans de l'innovation dans le milieu médical, c'est qu'on se heurte avec des croyances, on va dire de l'état de l'art qui n'est plus remis en question et effectivement, du coup, l'innovation n'est pas toujours bien perçue. Donc il faut beaucoup de tact, il faut beaucoup de on va dire, d'écoute et essayer d'apporter vraiment les plus de l'innovation, tout en dire, il y a bien évidemment l'écoute. Il y a les deux d'ailleurs, l'écoute et l'écoute, le prix, parce qu'il faut que la technologie permette aux praticiens, au personnel, quel qu'il soit dans le domaine de la santé, de continuer à gagner leur vie, parce que s'ils utilisent la technologie, ça fait diminuer leur chiffre d'affaires, forcément ils ne vont pas l'utiliser. Et puis il faut surtout amener sur tous les bénéfices que ça va apporter, et in fine quand même, il faut le dire, les bénéfices pour le patient. Parce que c'est quand même pour les patients qu'on travaille. Eh bien, merci de reboucler sur le patient. Bravo pour cette innovation, encore bravo. Merci. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Alors, on va vous remettre un prix, parce qu'il n'y a pas de lauréat sans prix. Donc, on a prévu quelque chose de magnifique, vous allez voir. Oui. Ça nous a pris beaucoup de temps. C'est très beau. Alors, au-delà, effectivement, d'avoir eu l'opportunité de présenter votre innovation, donc bravo encore. Et puis, on se retrouve bientôt, puisque on va réfléchir ensemble sur les prochaines étapes. C'est pour ça que je vous posais la question, de prochaines étapes. Ensemble, lors d'une journée et demie de travail, pendant laquelle on va aborder tous ces sujets qui sont pas forcément calés et essayer de réfléchir ensemble avec donc mes collègues, avec des experts, avec d'autres, sur comment aller au-delà, aller sur la prochaine étape de votre aventure. En tout cas, merci beaucoup et bon retour pour vous. Je pense que vous venez d'un petit peu plus dans le sud. Et pour les autres, bon courage sur la suite. Viens sur la photo. Viens sur la photo.